Quand les historiens décrivent l'Iowa de 1856, ils s'attardent généralement sur ce qui se passait en surface. L'expansion vers l'ouest, les nouveaux villages qui surgissaient le long de la frontière et les communautés pionnières qui construisaient leurs premières habitations permanentes. Mais la véritable histoire, celle qui a à peine dépassé le stade d'un simple article de journal, celle qui, encore aujourd'hui, demeure enfouie dans les notes de bas de page des archives, a commencé sous terre. Tout a commencé par un simple ordre de construction. Les ouvriers reçurent l'ordre de creuser une cave pour le nouveau bâtiment du gouverneur Grimes à l'angle des rues Main et Valley. L'objectif était simple, creuser les fondations, préparer le terrain et aménager le site pour la construction. Mais dès que les ouvriers ont commencé à creuser le sol de l'Iowa, un événement inattendu s'est produit. Ils ont rencontré une couche solide qui n'aurait pas dû se trouver là. Ils ont mis au jour une couche qui n'avait pas été exposée de mémoire d'homme. Sous la terre de la prairie, à une profondeur qui ne correspondait pas à une formation naturelle, les équipes ont découvert une voûte en arc d'environ 3 mètres de côté. Sa construction était inhabituelle, sa fonction restait obscure. Et ce qui s'y trouvait ne correspondait à rien dans les registres de colonisation du territoire de l'Iowa. Cela n'était pas censé se trouver là. Le journal en a fait mention une seule fois, une brève remarque dans la presse locale, comme si de rien n'était, presque par désinvolture. Mais dans les semaines qui suivirent, un phénomène étrange se produisit. L'histoire disparut. Aucun article de suivi, aucune étude scientifique, aucune enquête officielle. Le silence radio, l'explication officielle, lorsqu'elle daignait être fournie, balayait d'un revers de main toute cette affaire d'un revers de main, la qualifiant d'erreur d'identification. Peut-être s'agissait-il de restes amérindiens, ou tout simplement de légendes de la frontière, largement exagérées. Rien d'inhabituel, rien qui mérite d'être conservé. Mais le récit original paru dans le journal en 1856, celui qui subsiste encore dans quelques archives, raconte une toute autre histoire. Il décrit des ouvriers se tenant au bord d'une voûte aux parois de 35 cm d'épaisseur, recouverte de ciment ou d'un autre mortier indestructible. Une méthode de construction sans précédent dans l'Iowa de 1856. Et à l'intérieur de cette crypte, 8 squelettes humains, pas des restes ordinaires, des squelettes aux proportions gigantesques, mesurant environ 2,50 m à 3 mètres de long, décrits comme les plus grands restes jamais découverts. Plus on examine la suite des événements, plus l'histoire ressemble à une découverte qui s'éloigne de la simple exploration archéologique pour s'apparenter à des preuves systématiquement enfouies, dissimulées et délibérément oubliées. Au départ, l'équipe de construction a tenté d'interpréter sa découverte de la manière la plus simple possible. Il s'agissait peut-être d'une ancienne chambre de stockage, voire d'une chambre funéraire d'un ancien site archéologique inconnu. Mais à mesure qu'ils dégageaient la terre et mettaient au jour la structure, les incohérences se multipliaient. Pourquoi y avait-il une crypte sous la prairie vierge de l'Iowa? Pourquoi avait-elle été construite avec une telle solidité, avec des murs de 35 cm d'épaisseur et un mortier si épais que les ouvriers la qualifiaient d'indestructible? Pourquoi était-elle voûtée, une technique de construction sophistiquée qui exigeait des connaissances en ingénierie bien supérieures aux simples pratiques funéraires? Et la question qui troublait même les pionniers les plus pragmatiques, pourquoi les restes à l'intérieur étaient-ils si volumineux? L'Iowa, en 1856, était à peine colonisé. Le territoire n'était devenu un État qu'une décennie auparavant. Pourtant, la crypte située sous le chantier du gouverneur Grimes semblait conçue pour des occupants bien plus imposants que toute population humaine connue. L'article de journal le confirme. 8 squelettes, tous de proportions gigantesques, tous en bon état de conservation, mesurant chacun environ 2,50 m à 3 mètres. Les ouvriers admettaient discrètement entre eux que cette découverte ne correspondait en rien à ce qu'ils savaient des peuples ayant habité ces terres avant eux, et bien qu'aucun d'eux n'employa des termes comme « race disparue » ou « géants antiques », ils reconnaissaient une réalité tout aussi troublante.
Un être d'une stature extraordinaire avait été inhumé ici avec un soin extrême, dans une structure conçue pour durer bien plus longtemps qu'un cercueil en bois ou une simple tombe. Lorsque l'équipe de fouilles a entièrement dégagé la crypte sous les rues principales et de la vallée, ce qu'elle a mis au jour ne correspondait pas au comportement habituel d'un site funéraire. Il ne s'agissait pas d'un simple trou creusé dans le sol, mais d'une véritable construction architecturale. La première anomalie concernait l'arche elle-même. La construction d'une arche exige des mesures précises, un placement judicieux des pierres ou des briques et une bonne compréhension de la répartition des charges. Ce n'est pas une technique que l'on utilise pour un enterrement rapide. C'est une technique qu'on utilise pour construire un édifice destiné à durer des siècles. Et pourtant, le voilà, enfoui sous la prairie de l'Iowa, à un endroit où aucune habitation permanente n'était censée exister. Les murs faisaient 35 cm d'épaisseur. Ce n'est pas un caveau funéraire, c'est la construction d'une forteresse. C'est le genre d'épaisseur qu'on utilise pour protéger quelque chose d'une pression immense, du poids de la terre, du temps lui-même et du mortier. Les ouvriers la décrivaient comme indestructible. Elle ne s'effritait pas, ni n'était fragilisée par l'humidité ou le gel. Indestructible. Cela laisse supposer un liant bien plus avancé que tout ce que l'Iowa frontalier possédait en 1856. Cela suppose des connaissances en chimie, en sciences des matériaux et en techniques de construction qui ne figurent dans aucun document relatif aux bâtisseurs de ce terrain. À mesure que les ouvriers pénétraient imprudemment dans la chambre forte, ses dimensions se précisaient. D'une superficie de 3 mètres carrés et d'une profondeur de 2 mètres depuis la base de l'arche, cette chambre funéraire était suffisamment grande pour abriter 8 squelettes imposants, disposés avec soin et conservés intentionnellement. Il ne s'agissait pas d'une fosse commune de guerre ou d'épidémie, mais d'une chambre funéraire aménagée à dessein, construite par des personnes maîtrisant l'ingénierie et ayant une raison de bâtir un édifice permanent. Puis vint la découverte qui alimente encore aujourd'hui le débat. Les squelettes eux-mêmes, 8 individus, tous de proportions gigantesques, mesurant chacun environ 2,40 mètres à 3 mètres de long. L'article de journal ne cherche pas à sensationnaliser les faits. Il les relate sobrement, presque cliniquement. Les plus importants restent humains jamais découverts. Officiellement, l'archéologie conventionnelle a par la suite rejeté ces récits, les qualifiant d'exagération typique de la frontière, d'erreur d'identification d'ossements animaux ou tout simplement de canulars. Mais rien dans la découverte de 1856 en Iowa ne correspond à ce schéma. Il ne s'agissait pas d'un squelette isolé, trouvé par un témoin peu fiable. Il s'agissait de 8 squelettes découverts par plusieurs ouvriers et examinés par suffisamment de personnes pour qu'un journal puisse publier des mesures précises. Les restes étaient décrits comme étant en bon état de conservation. C'est significatif. Cela signifie que le coffre-fort avait atteint son objectif apparent, protéger ses occupants de la dégradation, des intempéries et du passage du temps. L'ingénierie avait fonctionné. Quelle que soit la civilisation qui a construit cette chambre, elle savait parfaitement ce qu'elle faisait. Mais voici ce qui rend la découverte de l'Iowa particulièrement troublante pour les récits traditionnels. Il ne s'agissait pas d'ossements épars. Il s'agissait de squelettes complets, disposés avec une intention manifeste et conservés avec un soin évident. C'était une sépulture solennelle, pratiquée par une société qui disposait des ressources, du savoir et de la volonté d'ériger des monuments funéraires permanents. Et si les mesures sont exactes, si ces restes mesurent réellement entre 2,4 et 3 mètres de long, alors nous sommes face à la preuve de l'existence d'une population humaine qui ne trouve pas sa place dans la chronologie communément admise de l'histoire nord-américaine. Alors que la nouvelle de la découverte aurait dû se répandre, un phénomène étrange se produisit. Au lieu de prendre de l'ampleur, l'histoire se réduisit. Aucune expédition scientifique n'est venue étudier la crypte. Aucun représentant du Smithsonian n'est venu récupérer les restes. Aucun article n'a paru par la suite décrivant le sort des squelettes ou de la structure qui les abritait. L'affaire a tout simplement disparu des archives publiques.
La crypte a vraisemblablement été comblée au fur et à mesure de la construction du bâtiment du gouverneur Grimes. Les squelettes, s'ils ont été conservés, ont disparu dans des collections privées ou des entrepôts qui n'ont laissé aucune trace écrite. Il est possible que cela relève simplement des contraintes pratiques liées à l'époque de la frontière. En 1856, l'Iowa ne disposait d'aucune institution archéologique établie, ni de musée préparé à accueillir de telles découvertes. Mais cela n'explique pas pourquoi la découverte n'a pas été signalée aux sociétés scientifiques de l'Est. Pourquoi aucune mesure précise n'a été prise? Pourquoi aucune photographie n'a été réalisée alors que cette technologie était disponible? Les décisions concernant ce qu'il fallait préserver et ce qu'il fallait enterrer semblaient suivre un schéma précis. Car les découvertes qui remettaient le plus directement en cause l'histoire établie furent celles qui disparurent le plus vite. Les squelettes gigantesques ne furent plus jamais revus. La chambre forte, réputée indestructible, fut recouverte. Même l'article de journal est devenu une simple note de bas de page, rarement citée et facilement ignorée. Ce qui rend le coffre-fort de l'Iowa particulièrement important, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un cas isolé. Tout au long du 19e siècle, à travers l'Amérique, des découvertes similaires ont régulièrement fait leur apparition dans la presse locale avant de disparaître des archives officielles. Wisconsin 1891. Des enquêteurs ont signalé la découverte d'énormes tumulus contenant des squelettes de taille inhabituelle. Les restes ont été envoyés à Washington. Ils n'ont jamais été exposés, jamais étudiés publiquement, jamais mentionnés dans aucune publication. Ohio, tout au long du 19e siècle, des dizaines d'articles de journaux ont décrit l'ouverture d'anciens tumulus, révélant des squelettes mesurant de 2,1 à 2,7 mètres de long. Certaines contenaient des descriptions détaillées d'objets, d'ornements en cuivre et de pratiques funéraires sophistiquées. La plupart de ces découvertes ont disparu quelques mois après leur mise au jour. Kentucky, Tennessee, Pennsylvanie. Le même scénario se répète. Découverte locale, brève mention dans les journaux, puis le silence. Les vestiges disparaissent. Les terres sont détruits par l'agriculture ou l'urbanisation. Les vestiges disparaissent avant même qu'une étude systématique puisse être menée, et lorsqu'on cartographie ces découvertes, quelque chose d'inquiétant apparaît. Elles se regroupent le long des vallées fluviales, près des principaux cours d'eau, dans des lieux qui suggèrent une population importante et non des anomalies isolées. Elles apparaissent dans des structures funéraires aménagées, et non dans de simples tombes. Elles témoignent d'une métallurgie avancée, de techniques de construction sophistiquées et de pratiques culturelles qui ne correspondent à aucune tradition amérindienne reconnue. L'explication classique, exagération typique de la conquête de l'Ouest, erreur d'identification des mastodontes ou canulars. Mais cette explication suppose que des centaines de témoins indépendants, répartis dans plusieurs États et sur plusieurs décennies, aient tous commis la même erreur ou participé à un même complot. Elle nous oblige à ignorer les preuves techniques, la construction du caveau et les objets qui accompagnaient les restes. Ce qui est arrivé aux Iowa Giants et à des centaines d'autres découvertes similaires n'était pas dû à une négligence accidentelle. Il s'agissait d'une suppression systématique, non pas par conspiration, mais par le biais d'un contrôle institutionnel. Par les décisions discrètes des musées et des universités quant aux preuves méritant d'être étudiées et à celles pouvant être ignorées sans risque, les institutions qui collectaient des artefacts à la fin du 19e et au début du 20e siècle disposaient d'un récit précis de la préhistoire américaine. Les Amérindiens seraient arrivés relativement récemment par le pont terrestre de Bering. Ils se sont développés isolément des civilisations du Vieux Monde. Avant le contact avec les Européens, ils n'ont rien construit de permanent, rien de monumental. Toute découverte remettant en cause ce récit posait problème. Des squelettes géantes suggéraient une population différente, une autre époque, une histoire totalement différente. Ces découvertes furent donc archivées de manière à en rendre l'accès difficile, entreposées dans des lieux où elles ne seraient jamais pas exposées, ou tout simplement perdues dans les vastes collections où elles risquaient de tomber dans l'oubli. Il ne s'agissait pas d'une destruction active,
Il s'agissait d'un effacement passif, de celui qui se produit lorsque les institutions décident que certaines questions ne méritent pas d'être posées, que certaines preuves ne méritent pas d'être conservées, que certains chapitres de l'histoire ne méritent pas d'être racontés. Lorsqu'on prend du recul et qu'on examine ce que la découverte de l'Iowa a réellement révélé, indépendamment des rejets et explications ultérieures, un schéma clair se dégage. Des méthodes de construction sophistiquées, une architecture permanente, des pratiques funéraires suggérant une organisation sociale et une complexité culturelle, et des restes humains d'une taille qui ne correspond pas au modèle conventionnel. La voûte elle-même témoigne d'une connaissance approfondie de l'ingénierie. La conception de l'arche requiert une bonne compréhension de la répartition des forces. L'épaisseur des murs, 35,5 cm, suggère une expérience en construction porteuse. Le mortier indestructible témoigne d'une maîtrise avancée des matériaux. Rien de tout cela ne correspond aux campements temporaires et aux établissements saisonniers attribués aux habitants pré-européens de l'Iowa. Les squelettes ont révélé un fait tout aussi troublant pour les chronologies admises. Si les mesures sont exactes, nous avons affaire à une population humaine mesurant en moyenne entre 2,4 et 3 mètres, et non à des individus atteints de gigantisme, ce qui entraînerait des déformations squelettiques. Il s'agit bien d'une population de plusieurs individus, tous d'une taille exceptionnelle, inhumés ensemble, témoignant d'une intention culturelle manifeste. La conservation des restes suggère que les bâtisseurs de ces caveaux ont atteint leur objectif. Les corps étaient protégés, la chambre funéraire a résisté et la technique utilisée a fonctionné pendant des siècles, voire des millénaires, d'inhumation. Et cela nous amène à une question à laquelle aucune archive officielle, aucun manuel scolaire, aucune histoire conventionnelle n'a jamais apporté de réponse satisfaisante. Qu'est-il advenu des 8 squelettes découverts dans l'Iowa en 1856? Ont-ils été réanimés lors de la poursuite des travaux de construction? Ont-ils été envoyés dans une collection privée? Ont-ils été délibérément détruits pour faire disparaître des preuves qui ne correspondaient pas au récit dominant? Nous l'ignorons, car aucune autorité institutionnelle n'a jugé bon de consigner clairement les faits. Pourquoi une crypte funéraire aussi sophistiquée a-t-elle été construite sous la prairie de l'Iowa? Qui possédait les connaissances techniques nécessaires pour bâtir un édifice aussi permanent, avec des plafonds voûtés et un mortier indestructible? Pourquoi 8 individus aux proportions gigantesques ont-ils été enterrés ensemble avec un tel soin? Ce ne sont pas des questions rhétoriques. Il s'agit de lacunes dans les preuves que l'archéologie conventionnelle n'a jamais comblées, préférant rejeter toute la catégorie des découvertes de géants plutôt que d'examiner les preuves spécifiques que chaque cas présente. Lorsqu'on étudie la découverte de l'Iowa en parallèle avec des centaines de découvertes similaires datant du 19e siècle, une possibilité troublante se dessine. Et si l'Amérique du Nord était habitée par une population que nous avons oubliée? Et si cette population avait construit des structures permanentes, développé des techniques de construction avancées et atteint un niveau de sophistication culturelle qui ne figure pas dans notre chronologie établie? Et si les tumulus disséminés dans le Midwest n'étaient pas de simples sépultures, mais les derniers vestiges visibles de complexes architecturaux systématiquement démantelés, labourés et effacés par l'expansion européenne? Et si les squelettes géants n'étaient pas des anomalies, mais la preuve de l'existence d'une population distincte ayant existé avant, pendant ou aux côtés des ancêtres des tribus amérindiennes actuelles? Les preuves d'une telle civilisation existent, mais elles sont fragmentaires. Des articles de journaux jamais approfondis, des collections muséales jamais cataloguées, des découvertes de nouveau enfouies, avant même d'avoir pu être étudiées de manière systématique. Elles se nichent dans les lacunes, dans les silences, dans les questions que l'archéologie institutionnelle a choisi d'ignorer. Les ouvriers qui ont découvert la chambre forte de l'Iowa en 1856 avaient le choix. Ils auraient pu interrompre les travaux, exiger une expertise scientifique, préserver la structure et son contenu pour une étude approfondie,
Au lieu de cela, ils l'ont vraisemblablement remblayé, ont poursuivi la construction et ont laissé la découverte sombrer dans le folklore local. Ce n'était pas par malveillance, c'était une solution pratique. Le gouverneur Grimes avait besoin de son bâtiment. L'économie de la frontière ne permettait pas de délai pour les fouilles archéologiques. En 1856, aucun cadre de référence ne permettait d'interpréter les découvertes. Aucune institution n'était prête à les préserver. Aucun récit ne pouvait les intégrer. Mais ce qui est plus difficile à expliquer, c'est pourquoi les générations suivantes ne sont pas revenues enquêter. Pourquoi aucune équipe archéologique n'a-t-elle fouillé le site au début du 20e siècle pour rechercher d'autres vestiges? Pourquoi cette découverte est-elle restée une simple note de bas de page au lieu de susciter des interrogations plus profondes sur la préhistoire de l'Iowa? La réponse risque d'être dérangeante. Car si les Iowa Giants ont réellement existé, si les mesures étaient exactes, si le caveau témoignait d'une ingénierie avancée, alors tout le récit communément admis de la préhistoire nord-américaine s'effondre. Et il est parfois plus facile de préserver un récit simpliste que de reconnaître des preuves qui nous obligent à revoir entièrement notre compréhension du passé. Ce qui nous amène à la question fondamentale de cette enquête, une question à laquelle aucun fonds d'archives, aucune publication officielle, aucun historien reconnu n'a jamais apporté de réponse définitive. Pourquoi les découvertes concernant les géants ont-elles été systématiquement effacées de l'histoire? Parce qu'avec le recul, le schéma devient flagrant. Les squelettes gigantesques ont disparu. Les structures funéraires sophistiquées ont été comblées. Les articles de presse ont été écartés. Les preuves institutionnelles ont été archivées de manière à les rendre inaccessibles. Et même les photographies, lorsqu'elles existaient, ont disparu des collections ou ont été qualifiées de canulars sans analyse médico-légale adéquate. Comme si la découverte de 1856 et des centaines d'autres semblables avait accidentellement révélé un chapitre de l'histoire qui n'aurait jamais dû être dévoilé, un chapitre plus ancien que la chronologie communément admise des Amérindiens, plus complexe que le récit simpliste de tribus isolées, plus troublant que ce que l'archéologie traditionnelle voulait bien aborder. Pendant un bref instant, en 1856, la terre de l'Iowa s'ouvrit juste assez pour le laisser apparaître. 8 squelettes aux proportions gigantesques, conservés dans une chambre forte qui n'aurait pas dû exister, construite par des mains que nous ne pouvons plus identifier. Mais au lieu de l'étudier, on l'a recouverte, comblée, recouverte de construction, oubliée, ou du moins fait semblant de l'oublier. Car si l'Iowa abritait une civilisation de géants, la véritable question n'est pas ce qui a été découvert en 1856, mais ce qui se cache encore sous les terres agricoles américaines. Quels autres caveaux, quelles autres chambres funéraires, quelles autres preuves ont été discrètement effacées avant l'ère de la photographie et de l'archéologie systématique? Les géants de l'Iowa n'étaient pas qu'une simple découverte fortuite de l'Ouest américain. Ce n'était qu'un aperçu, un bref aperçu fortuit d'une version de l'histoire que nous n'aurions jamais dû voir. Et maintenant, cet aperçu est votre indice, votre carte, votre invitation à remettre en question tout ce que nous croyons savoir sur ceux qui ont foulé ce continent avant nous. Car si c'est ce qui a survécu sous un chantier de l'Iowa, imaginez ce qui sommeille encore sous les autres. Quelque chose d'incongru, quelque chose d'intemporel, quelque chose qu'ils ont choisi d'enfouir plutôt que d'expliquer.